J'ai empoisonné ma fille ce soir-là. Sous les trompes d'eau qui fouettaient les toits de Paris comme des lames de guillotine. Ce n'était pas un meurtre impulsif. Non. C'était une sentence prononcée depuis des années. Gravée dans les veines de notre lignée maudite. Et le plus scandaleux, c'est que j'ai souri en versant le dernier flacon. Parce qu'elle avait osé croire qu'elle pouvait me voler mon ombre. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'avait vu naître en 1958. Dans le ventre froid du 16e arrondissement, où les bourgeois se drapent de soie pour masquer leurs vices. Je m'appelle Henri Duval. Et j'ai bâti un empire sur les cendres d'un père alcoolique et d'une mère qui préférait les cocktails mondains aux berceuses. À 40 ans, j'étais déjà le roi des importations de vin. Un réseau tentaculaire qui s'étendait de Bordeaux aux caves sombres de la place Vendôme. Mais ma plus grande possession n'était pas le château familial en Normandie. C'était elle. Élise. Ma fille unique. Née d'un amour fugace avec une actrice oubliée qui s'était évaporée comme la brume sur la Seine. Élise avait grandi dans l'opulence feutrée de notre hôtel particulier rue de Rivoli, entourée de domestiques muets et de tableaux volés à l'histoire. À 10 ans, elle me suivait déjà dans les salles de dégustation. Ses petites mains serrant un verre trop grand. Ses yeux verts brillants d'une avidité que je prenais pour de l'admiration. Papa, un jour, je dirigerai tout ça, disait-elle. Et je riais, croyant que c'était l'innocence qui parlait. Mais l'innocence, à Paris, est un mensonge qu'on raconte aux touristes. Élise apprit vite les règles du jeu, sourire aux banquiers, trahir pour survivre. Et toujours, garder un poignard dans la manche de son tailleur Chanel. Le premier signe de fissure apparut lors de l'affaire des vignes de 2005. J'avais investi des millions dans un domaine en Provence, convaincu que le rosé serait la prochaine manne. Mais les rendements furent catastrophiques, un scandale de pesticides illégaux éclata, empoisonnant non seulement les vignes, mais aussi la réputation de Duvalouine. Les journaux titraient « L'empire empoisonné d'Henri Duval ». J'aurais pu m'en sortir, j'avais les avocats, les relations au quai des Orfèvres. Mais Élise, alors âgée de 25 ans, fraîchement diplômée de Sciences Po, me supplia « Papa, laisse-moi gérer. Je sais comment étouffer ça. » J'acceptai, aveugle à sa soif de pouvoir naissante. Ce qu'elle fit fut un chef-d'œuvre de manipulation. Elle falsifia des rapports, corrompit un inspecteur environnemental avec une valise de billets et un week-end à Monaco. Mais quand l'enquête remonta jusqu'à moi, un faux témoignage d'un employé qu'elle avait payé pour mentir, je pris la balle en pleine poitrine. C'est moi, déclarai-je devant le juge, d'une voix ferme comme le granit de Notre-Dame. J'ai ordonné les traitements chimiques. Duval Wines Pyra. 18 mois de prison ferme. À la santé. Où les rats dansent la valse avec les souvenirs. Élise pleura à l'audience. Ses larmes de crocodile scintillant sous les flashs des photographes. Mon père est innocent, murmura-t-elle au micro. C'est un malentendu. Mais en privé. Elle siégea déjà au conseil d'administration, restructurant l'empire à sa guise. De ma cellule, j'entendais les échos. Elle avait vendu des parts à des investisseurs qataris, diluant mon sang dans leur or noir. À ma sortie, en 2007, l'hôtel particulier semblait inchangé, les mêmes lustres de cristal, les mêmes odeurs de lavande provençale. Mais Élise avait changé. À 30 ans, elle était une panthère en escarpin louboutin, ses cheveux noirs cascadant comme une nuit sans lune. « Papa, bienvenue à la maison », dit-elle en m'embrassant les joues. Son parfum, un Chanel numéro 5 piquant, masquant l'odeur de trahison. J'ai tout sauvé pour toi. Je crus à son repentir. Ou du moins à une trêve. Nous dînâmes ensemble ce soir-là, sous les portraits ancestraux qui nous toisaient du haut des murs lambrissés. Elle me raconta ses victoires, les contrats avec les palaces de la Côte d'Azur, les soirées au Fouquet's où elle charmait les politiques. « Tu es fier de moi »
demanda-t-elle, ses yeux plongeant dans les miens comme des sondes. Plus que jamais, répondis-je, levant mon verre de Château Margaux. À nous, les Duval. Mais au fond de moi, une graine de doute germait, noire et tenace comme la moisissure sur un vieux bouchon de liège. Les mois suivants furent un balai de faux-semblants. Élise me gardait à l'écart des décisions, prétextant ma fatigue post-prison. Je passais mes journées à errer dans les jardins du Luxembourg, observant les statues de reines déchues, me demandant si Marie de Médicis avait un jour senti le couteau dans son dos. Puis vint la lettre anonyme, glissée sous ma porte un matin de brume automnale. Une simple feuille de papier crème, pliée avec soin, votre fille vous vend à des ombres. Vérifiez les comptes offshore au Caïman. Signé d'un paraphe illisible, comme un fantôme du passé. Je n'en parlais pas à Élise. Au lieu de cela, je fouillais. Dans son bureau, tard la nuit, quand Paris ronronnait sous les néons de la Tour Eiffel. Les dossiers numériques étaient verrouillés. Mais j'avais appris en prison à crocheter les serrures de l'âme humaine. Un mot de passe, son propre nom de jeune fille. Élise Duval, et le voile se déchira. Des transferts massifs, 20 millions d'euros vers des sociétés écrans à Panama. Des emails codés avec un amant. Un certain Laurent de Vigny. Un avocat véreux de Neuilly qui sentait le cigare cubain et la corruption. Bientôt, l'Empire sera nôtre. Écrivait-elle. Henri est un reliquat du passé. Un accident suffira. Un accident. Le mot me frappa comme un coup de trique. Je revis ma cellule. Les murs suintants. Les nuits hantées par les cris des damnés. Elle voulait ma mort. Non pas par haine brute, mais par calcul froid. Comme on émonde un arbre pour qu'il porte plus de fruits. Et le pire, ce n'était pas nouveau. La lettre anonyme n'était que la confirmation d'un poison lent qui coulait dans nos veines depuis des années. Je décidai alors de contre-attaquer. Non par la force brute, Paris n'est pas un Far West. Mais par l'art subtil de la vengeance française, la patience, le vin aigre, et les secrets enfouis comme des mines sous les pavés de Montmartre. J'appelai mon vieil ami, le commissaire Lefebvre, un fumeur de Gauloise qui devait sa promotion à une bouteille de mon meilleur Bourgogne. Henri, mon vieux, qu'est-ce qui te ronge? Grognatait-il au téléphone. Sa voix rauque comme le gravier de la Seine. Rien que tu ne puisses creuser, répondis-je. Fouille les ombres autour d'Élise. Discrètement. Tandis qu'il s'exécutait, je jouais mon rôle, le père attendri, le patriarche affaibli. Lors d'un dîner au Plaza Athénée, je lui offris une bague de famille. Un saphir monté en or qui avait orné le doigt de ma grand-mère pendant la Libération. Pour toi, ma chérie, dis-je, glissant le bijou à son annulaire. Un jour, tout cela sera tien. Ses yeux s'illuminèrent, non d'amour, mais d'avidité. Papa, tu es si généreux, murmura-t-elle, et je sentis le piège se refermer, doux comme une étreinte mortelle. Mais les secrets, à Paris, ne restent jamais enterrés longtemps. Lefebvre m'appela une semaine plus tard, sa voix tendue comme un arc. Henri, c'est pire que tu ne penses. Ton Élise. Elle a un passé. Un enfant. Caché. Et toi, tu as porté le chapeau pour elle. Il y a 20 ans. 20 ans. L'accident de voiture sur l'autoroute A6. En 1998. Où un jeune homme était mort. Ivre au volant d'une Renault volée. J'avais plaidé coupable. J'ai bu trop. Votre honneur. Écopant de 6 mois avec sursis. Mais Élise, alors adolescente rebelle, était la conductrice. Elle avait renversé ce gamin d'un bidonville de banlieue, fuyant une fête arrosée, et j'avais effacé ses traces, payant la famille en silence, scellant le pacte avec mon honneur. Le choc me plia en deux.
comme un coup de vent sur les berges de la Marne. Elle m'avait trahi 2 fois, d'abord par le sang, puis par l'or. Et maintenant, elle ourdissait la 3e. Un fil invisible qui me ligotait pour me pendre. Merci, Marcel, murmurai-je. Et creuse plus profond. Trouve-moi l'arme. Il rit. Un aboiement sec. Toujours le même. Henri. La vengeance à la française, lente et exquise. Ce soir-là, seul dans mon bureau, entouré de bouteilles centenaires qui murmuraient leurs secrets, je sortis le flacon. Un poison indolore, hérité d'un oncle pharmacien pendant l'occupation, du cyanure dilué, masqué par l'amertume du café. Pas pour la tuer tout de suite. Non. Pour la faire souffrir. La voir se tordre dans les mensonges qu'elle avait tissés. Paris, ville des Lumières, deviendrait son enfer personnel. Et moi, son démon tutélaire. Les jours suivants furent un théâtre d'ombre, où chaque geste d'Élise était une réplique calculée, et chaque sourire une dague émoussée. Elle m'invita à une réception au crayon, prétexte pour parader notre réconciliation devant les vautours de la finance parisienne. Papa, il faut montrer un front uni. Insista-t-elle, ajustant sa robe de soie rouge qui épousait ses courbes comme une seconde peau. Je hochai la tête. Mon propre smoking taillé sur mesure, masquant le flacon niché dans ma poche intérieure. Contre mon cœur battant la chamade. La salle de bal scintillait sous les lustres baccarat. Un kaléidoscope de diamants et de rires forcés. Laurent de Vigny était là. Bien sûr. Un serpent en costume 3 pièces. Sa moustache fine frémissant comme les antennes d'un insecte. Il serra ma main avec une vigueur feinte. Monsieur Duval. Un honneur. Élise parle tant de vous. Je souris. Serrant plus fort. Sentant les os craquer sous mes doigts. Et moi d'elle. Cher ami. Paris serait bien terne sans de telles alliances. Élise rit. Un tintement de cristal. Mais ses yeux verts hérités de sa mère disparue, trahissaient une lueur d'impatience. Au fil de la soirée, les ragots coulèrent comme du champagne tiède. Henri est de retour. Mais Élise tient les rênes. Chuchotait-on derrière les éventails. Je feignis l'ivresse, vidant des flûtes de veuve Clicquot pour mieux observer. Elle dansa avec un ministre, puis avec un magnate du luxe, son corps ondulant au rythme d'un tango argentin qui faisait jalouser les épouses. À minuit, elle revint vers moi, essoufflée, une goutte de sueur perlant sur sa clavicule. « Papa, tu devrais danser. La vie est trop courte. Trop courte. En effet, pensai-je, glissant le poison dans son verre suivant, une dose infime, juste assez pour semer le doute dans son sang. Le lendemain matin, elle se plaignit d'une migraine, blâmant le « trop plein de bulles ». Je lui préparai un café corsé, comme au bon vieux temps, y ajoutant une pincée de ce nectar sombre. Bois, ma fille. Paris guérit tout. Elle avala d'un trait, ignorant que chaque gorgée était un pas vers l'abîme. Les symptômes vinrent lentement, nausées légères. Puis insomnie. Des nuits où elle errait dans l'hôtel comme un fantôme. Ses pas résonnant sur le parquet ciré. C'est le stress. Papa, disait-elle, pâle sous son maquillage. L'empire pèse lourd. Je hochai la tête, compatissant, mais intérieurement. Je jubilais, une vengeance qui rongeait de l'intérieur. Comme la pourriture noble sur un raisin trop mûr. Pendant ce temps, Lefebvre creusait. Ses rapports arrivaient par des canaux discrets, un pigeon voyageur numérique, des emails chiffrés depuis un café anonyme du Marais. L'enfant caché d'Élise, un garçon de 10 ans. Prénommé Théo. Élevé dans un internat suisse sous un nom d'emprunt. Père inconnu. Ou plutôt, un mensonge, Laurent n'était qu'un prête-nom. Le vrai géniteur, un rival que j'avais écrasé 10 ans plus tôt.
Un vigneron de la Loire qui avait osé défier mon monopole. Élise l'avait séduit pour le ruiner. Puis abandonné enceinte. Me laissant, moi, l'idiot, payer les factures de l'avortement raté qui avait produit ce secret vivant. Pire encore, elle complotait pour me déclarer inapte. Des rendez-vous secrets avec un psychiatre véreux. Un certain docteur Moreau, qui diagnostiquerait une démence post-traumatique due à ma prison. Votre père est un danger pour lui-même et pour l'entreprise. Écrirait-il dans un rapport truqué, pavant la voie à une tutelle. J'imaginais la scène, moi, ligoté dans un asile de banlieue, tandis qu'elle trônait sur mon trône. Théo à ses côtés comme un prince bâtard. La fureur me consumait, mais je la canalisais en un plan plus raffiné. J'invitais Laurent à un déjeuner privé au Tour d'Argent, là où les canards laqués contemplent la cathédrale comme des sentinelles. Parlons affaires, mon cher, dis-je, versant un pomerol millésimé. Il mordit à l'hameçon, vaniteux comme un coq de Bresse. Élise et moi, nous voyons grand. Une fusion avec des Asiatiques. Votre temps est passé. Henri. Je ris. Un grondement sourd. Mon temps, il commence à peine. Sous la table. Mon pied appuya sur un bouton discret, un enregistreur activé, capturant chaque mot perfide. Ce soir-là, Élise convulsa pour la première fois. Je la trouvai dans la salle de bain, vomissant bile et regret, son visage tordu comme un masque de tragédie grecque. Papa, aidez-moi. Gémit elle, agrippant mon bras. Je la soutins, la portant jusqu'à son lit au drap de lin égyptien, lui épongeant le front avec une tendresse feinte. C'est rien, ma chérie. Un virus parisien. Mais comme elle s'endormait, fiévreuse, je murmurai à son oreille, tu portes ton fardeau maintenant. Comme je l'ai porté pour toi. Les semaines s'écoulèrent en un brouillard de tension. Élise annula des réunions, son corps trahissant sa volonté d'acier. Les investisseurs murmuraient, sentant l'odeur du sang. Elle me confronta un après-midi pluvieux, dans le salon où les portraits nous jugeaient. Papa, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? C'est malaise. Ce n'est pas naturel. Ses yeux, injectés de sang, me transperçaient. Je feignis l'étonnement. Qu'est-ce que tu insinues? Élise, que ton propre père t'empoisonnerait. Elle hésita, puis éclata. Tu as toujours tout contrôlé. La voiture. Les vignes. Maintenant ça. Laisse-moi vivre. La voiture. Elle l'avait dit. Le secret jaillit comme un geyser, emportant nos masques. Tu te souviens de 1998. Le gamin mort sur la 6. C'était toi au volant. Élise. Toi. La princesse saoule qui fuyait ses excès. Et moi. J'ai menti pour toi. J'ai pourri en sursis pour ton innocence. Elle blêmit, reculant comme si j'avais giflé un fantôme. Papa. Comment. Paris a des oreilles. Ma fille. Et des mémoires longues comme la Loire. Le silence s'étira, épais comme la brume sur les bouquinistes du quai. Puis elle rit, un rire hystérique. Brisé. Et alors, tu l'as fait pour l'Empire. Pas pour moi. Tout est à moi maintenant. Théo est mon avenir. Pas ton reliquat pourri. Théo. Le nom claqua comme un fouet. Ton bâtard, élevé dans le mensonge. Comme sa mère. Elle bondit. Ongle sorti. Ne le touche pas. C'est pour ça que je dois t'effacer. Tu es un boulet. Papa. Un fantôme qui hante mes victoires. Je la laissai partir, claquant la porte derrière elle. Ses talons résonnant comme des coups de feu sur le trottoir mouillé. Mais la graine était plantée. Le lendemain, j'envoyai l'enregistrement à Lefebvre.
Amenez-moi de Vigny. Et préparez les menottes. La roue tournait. Inexorable. Et Paris, cette grande prostituée, applaudissait en silence. Pourtant, au cœur de la nuit, dans l'ombre de mon lit à baldaquin, le doute me rongeait. Était-ce vengeance ou folie? Élise était de mon sang, chair de ma chair. Mais le sang, à Paris, coule vite, souviens-toi de la Révolution, des têtes roulant sous la lame. Non, me dis-je, serrant le flacon restant. C'est justice. Et la justice française est toujours un peu théâtrale. La traque de Laurent de Vigny fut un ballet macabre, chorégraphié dans les ruelles sombres du 7e arrondissement. Lefebvre, fidèle limier, le coinça lors d'un rendez-vous galant au Café de Flore, où les intellectuels sirotent leur absinthe en philosophant sur la mort. Monsieur de Vigny, une petite conversation, grogna le commissaire. Menottes cliquetant comme des castagnettes. Laurent pâlit sous son bronzage artificiel. C'est une erreur. Appelez Élise. Mais Élise, alitée par le poison qui la minait, ne pouvait plus jouer les sauveuses. Je les rejoignis au commissariat de la rue de Lutèce. Une bâtisse grise qui empestait le café froid et les aveux arrachés. Laurent, menotté à une table en métal, me fusilla du regard. Duval, espèce de vieux débris. Élise va te détruire. Je m'assis en face. Allumant un cigare, un cohiba volé à Castro. Ironie du sort. Déjà fait. Cher ami. Mais dis-moi, qui est le père de Théo? Le vigneron que j'ai ruiné. Ou un autre pigeon? Il cracha. Mais Lefebvre tapa du poing. Parle. Ou c'est la scène qui t'interroge? Les mots coulèrent alors. Acides comme du vinaigre de Quérès. Théo était bien du vigneron. Un certain Pierre Lemoine. Que Élise avait piégé pour venger un affront commercial. J'avais racheté ses terres à bas prix après un scandale fabriqué. Elle voulait te frapper là où ça fait mal. Ricana Laurent. Et moi, j'étais l'alibi parfait. Mais l'enfant, elle l'a gardé pour l'héritage. Duval a besoin d'un mâle. Un mâle. L'idée me révulsa. Comme si Paris elle-même se moquait de ma lignée stérile. Je quittai le poste avec un dossier sous le bras, preuves irréfutables de détournement. Faux en écriture. Et un chèque annulé pour le silence de la famille du gamin mort en 98. Merci. Marcel. À toi l'honneur. Lefebvre haussa les épaules. La loi est la loi. Henri. Mais ta fille. Elle va hurler. Hurler. Oui. Et j'attendais ce cri comme un opéra wagnérien. Élise apprit l'arrestation par un coup de fil paniqué de son amant. Juste avant que les flics ne le embarquent pour de bon. Elle surgit dans mon bureau comme une furie. Cheveux en bataille. Chemise de nuit tachée de sueur. Qu'as-tu fait? Papa? Laurent est innocent. C'est toi qui as tout sali. Je levai les yeux de mon livre, Les liaisons dangereuses. Irony littéraire. Innocent? Comme toi en 98? Ou comme moi en 2005? Elle s'effondra sur une chaise. Le poison la rattrapant en une vague de nausées. Arrête ça. Je t'en supplie. Pour Théo. Théo. Le nom était son talisman. Son point faible. Où est-il? L'internat de Lausanne. Elle hocha la tête. Larmes coulant enfin, vrai. Cette fois, promets-moi de ne pas le toucher. Il n'a rien demandé. Je m'approchai, posant une main sur son épaule frêle. Je promets rien. Élise. Mais écoute, rends-moi l'Empire. Avoue tout. Et peut-être que Paris oubliera. Elle releva la tête. Yeux flamboyants. Jamais. Duval est à moi. Tu n'es qu'un fantôme. C'était la déclaration de guerre. Le lendemain, les journaux déversèrent le poison médiatique, scandale Duval,
La fille empoisonne l'héritage. Les titres variaient. Le Monde optait pour le factuel. Libération pour le féministe outragé, le patriarche tyran contre la femme libre. Paris se divisait déjà. Comme lors des manifs de 68. En camps irréconciliables. Les féministes criaient à l'inceste symbolique. Les conservateurs à la décadence morale. Moi, je lisais tout, sirotant un espresso amer, sachant que la vengeance publique est le meilleur aphrodisiaque. Le point de non-retour vint lors d'une confrontation au château de Normandie. Un bastion de pierre grise battu par les vents de la Manche. J'y avais convoqué Élise, prétextant une réunion familiale pour signer des papiers de succession falsifiés. Elle arriva en hélicoptère, vanité jusqu'au bout, escortée d'un avocat frais émoulu de l'ENA. Mais le château était un piège, mes hommes de main, d'anciens taulards de la santé reconnaissants, gardaient les portes. Papa, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Sifflait-elle en descendant, son manteau de cachemire claquant au vent. Je l'attendais dans la grande salle, devant la cheminée où crépitaient des bûches de chêne centenaire. Bienvenue chez toi, Élise. Ou du moins, chez ce qu'il en reste. L'avocat bafouilla des protestations. Mais un regard de mes gardes le fit taire. LS avança. Fière comme une duchesse à Versailles. Tu bluffes. Lefebvre ne peut rien prouver sans ton témoignage. Je souris, sortant une enveloppe jaunie. Et ça, la confession de Pierre Lemoine, mourant du cancer. Élise m'a séduit, puis ruiné. Théo est son fils, et Duval son bourreau. Elle arracha le papier, le déchira en confettis qui dansèrent dans l'air salin. Mensonge, tu fabriques tout. Non, pas tout. Le poison avait fait son œuvre, elle chancela, s'appuyant au manteau de la cheminée, ses ongles griffant la pierre comme un chat enragé. Qu'est-ce que tu m'as fait, monstre? Je m'approchai, voix basse comme un confesseur. Ce que tu m'as fait, en miroir. Lent, inexorable. Mais il y a une issue, abdique. Et je t'épargne. Pour Théo. Elle rit. Un son brisé. Théo te haïra comme je te hais. Il saura que tu es le poison de cette famille. Les mots me transpercèrent. Mais je tins bon. Dehors. La mère rugissait. Un cœur grec pour notre duel. Elle tenta de fuir. Mais mes hommes la retinrent, pas violemment. Non, juste assez pour qu'elle entende le cliquetis des menottes approchant avec Lefebvre. C'est fini. Élise. La loi te jugera. Elle se tourna. Yeux fou. La loi? À Paris. C'est l'argent qui juge. Et j'en ai plus que toi. Puis, dans un geste fou, elle saisit un tisonnier de la cheminée, le brandissant comme une épée. Ou je te tue ici. Le coup partit, un balayage maladroit, empoisonné par la faiblesse. Je l'esquivai, et elle trébucha, le fer heurtant le sol dans un clangor sinistre. Lefebvre entra alors, arme au poing. Police. Posez ça. Mademoiselle Duval. Elle lâcha l'arme, s'effondrant en sanglots. Papa. Pourquoi? Parce que le sang appelle le sang. Murmurai-je. Et le tien est taché. La nuit tomba sur le château comme un linceul. Et tandis qu'on l'embarquait, menottes scintillant sous la lune, Paris distant semblait retenir son souffle. Les médias en firent leur chou gras, inceste et empoisonnement, la chute des Duval. Les opinions s'embrasaient, certains me voyaient comme un justicier patriarcal, d'autres comme un tyran abusif. Moi, je restais seul avec mes fantômes, le flacon vide à la main, me demandant si la victoire avait un goût de cendre. L'arrestation d'Élise fut un ouragan qui balaya l'empire Duval, laissant des ruines dorées sur les rives de la Seine. Les investisseurs fuirent comme des rats d'un navire coulant.
vendant leur part à prix d'or pendant que les tabloïds disséquaient notre lignée comme un cadavre sur la table d'autopsie. Henri Duval, vengeur ou bourreau, titrait François. Avec une photo de moi. Hagard. Sortant du château sous la pluie normande. Élise. En cellule provisoire à Rouen. Refusa de me voir. Dit à ce monstre que je crache sur son pardon. Transmis elle par son avocat. Je retournai à Paris. Ville indifférente qui avale les drames comme un croissant au petit déjeuner. L'hôtel particulier rue de Rivoli semblait hanté. Les domestiques murmuraient dans les couloirs. Les tableaux ancestraux pleuraient des larmes de poussière. Je m'enfermai dans mon bureau. Compulsant les comptes ravagers. Tentant de recoller les morceaux d'un vase brisé. Mais le vrai combat était ailleurs, pour l'âme de Théo. Cet enfant ombre que je n'avais jamais vu, mais qui portait mon nom comme une malédiction. Lefebvre m'apporta les nouvelles une semaine plus tard. Lors d'un déjeuner morose au Procope. Berceau des Lumières où Voltaire tramait ses complots. L'enfant est en route. Henri. Élise l'a appelé de sa cellule. Il arrive demain. Escorté par les services sociaux suisses. Je posai ma fourchette. Le foie gras soudain amer. Et moi, suis-je son grand-père? Ou son ennemi? Le commissaire haussa les épaules. Allumant une cigarette malgré l'interdiction. Ça dépend de ce que tu lui diras. Mais attention, Élise a semé des graines. Le gamin c'est des bribes, l'accident. Les vignes. Le poison. Théo débarqua par un après-midi gris. Un garçon de 10 ans aux cheveux noirs et aux yeux verts, le portrait craché d'Élise. Mais avec une fragilité qui me rappela mon propre enfance volée. Il se tenait raide dans l'entrée. Valise à la main. Vêtu d'un blazer trop grand de l'internat. « Bonjour. Monsieur. » murmura-t-il. Voix tremblante comme une feuille d'automne. Je m'agenouillai à sa hauteur, sentant l'odeur de savon suisse sur sa peau. « Appelle-moi Henri. Ou grand-père. Si tu veux. Bienvenue à la maison. » Les premiers jours furent un pas de deux maladroits. Théo explorait l'hôtel comme un chat sauvage, évitant mes regards, se réfugiant dans les livres de la bibliothèque, Balzac, Hugo, ces géants qui disséquaient l'âme française. Je lui racontais des histoires édulcorées, les vendanges en Bourgogne, les bals masqués du Mardi Gras. Mais la nuit, j'entendais ses sanglots étouffés, et je savais que les ombres d'Élise le hantaient. Puis vint la lettre. Postée de la prison de Fleury-Mérogis. L'écriture d'Élise. Fine et acérée comme une lame de rasoir. Henri. Tu as gagné la bataille. Mais la guerre est à Théo. Dis-lui la vérité. Et tu perdras tout. Il est à moi. Corps et âme. Si tu le touches, je te maudis du fond de l'enfer. Je brûlai le papier dans la cheminée. Mais les mots incandescents restèrent gravés. Le procès d'Élise s'ouvrit un mois plus tard. Au palais de justice de l'île de la Cité. Ce vaisseau gothique où la justice brandit son épée rouillée. Paris bruissait d'excitation malsaine, file d'attente pour les places publiques. Micros tendus comme des lances. J'y allais chaque jour. Assis au premier rang. Observant ma fille se transformer en accusée. Elle entra menottée. Mais tête haute. En tailleur noir qui soulignait sa maigreur, le poison l'avait amaigrie, la rendant spectralement belle. Mesdames et messieurs du jury, déclara son avocat, un requin de la défense. Élise Duval est victime d'un patriarche abusif. Un homme qui a forgé sa chute pour masquer ses propres crimes. Les témoignages fusèrent comme des balles. Laurent, depuis sa cellule adjacente, crachant son venin sur nos complots familiaux, le docteur Moreau, bafouillant sur des consultations fictives, et Pierre Lemoine, en vidéo depuis son lit d'hôpital. Un spectre jaune murmurant, Élise m'a volé mon fils. Et Duval mon âme. Puis ce fut mon tour. Je montai à la barre. Voix ferme. Récitant les faits comme un confesseur, l'enregistrement. Les transferts. Le poison, non.
Pas le mien, mais le sien. Métaphorique. Qui avait empoisonné notre sang. Élise me dévisagea alors. Yeux comme des puits sans fond. Papa. Mensonge. Tu m'as drogué pour me briser. Le jury murmura. Divisé, certains hochèrent la tête. Émus par sa fragilité, d'autres. Les aînés. Virent en moi le père trahi. Paris. Dehors. Bouillonnait. Manifestation devant le palais. Pancarte clamant « Libérez Élise ». Patriarcat meurtrier. Ou justice pour les Duval trahis. La ville se partageait en deux. Comme la Seine elle-même. Et je sentais le sol trembler sous mes pieds. La sentence tomba par un matin de printemps pluvieux. 20 ans pour détournement et complicité de faux. Plus 5 pour tentative d'empoisonnement, ironie. Ils crurent à ces allégations sur moi. Elle hurla en l'entendant. Un cri primal qui résonna dans la salle comme un glas. Théo. Pour Théo. Je restais impassible. Mais intérieurement. Une crevasse s'ouvrait. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Théo, suivant le procès à la télévision, me regarda ce soir-là avec des yeux accusateurs. C'est vrai. Grand-père, tu l'as empoisonné. Je ne pus mentir. Oui. Pour nous sauver tous. Il s'enfuit dans sa chambre, claquant la porte. Et Paris, indifférente, alluma ses lumières vespérales. La nuit fut longue, hantée par les fantômes de ce que j'avais brisé. Mais le vrai orage couvait encore, dans le cœur d'un enfant qui portait le poids de 2 monstres. Les mois post-procès furent un exil intérieur. Où Paris, ma maîtresse cruelle, me toisait de ses boulevards haussmanniens comme un amant déçu. L'empire Duval renaquit de ses cendres, je rachais et les parts perdues. Purgeais les traîtres. Mais le goût du triomphe était fade. Comme un vin éventé. Théo grandissait sous mon toit. Un adolescent réticent qui oscillait entre haine et curiosité. À 12 ans, il excellait en maths et en escrime. Un bretteur en herbe dont la lame fendait l'air avec une précision vengeresse. Pour maman, disait-il, essuyant la sueur de son front. Élise écrivait depuis Fleury. Des lettres sporadiques. Un fil ténu reliant sa cellule à notre mausolée. Théo, mon amour, ton grand-père est un serpent. N'oublie pas qui t'a donné la vie. Je les interceptais parfois, les relisant à la lueur d'une lampe de bureau, me demandant si la haine était héréditaire, comme le palais ou la syphilis à la cour de Louis XIV. Un jour, elle en envoya une à Théo directement, glissée par un gardien corrompu. Il la lut en secret, puis me la jeta au visage. Elle dit que tu l'as tué à petit feu. Que l'accident de 98, c'était pour te couvrir, mais que tu l'as forcé à boire ce soir-là. Le mensonge me frappa comme un coup de fleuret. Théo, écoute, ta mère a inventé ça. Pour te monter contre moi. Mais ses yeux verts, accusateurs, ne vacillèrent pas. Et le poison, les médecins disent qu'elle en avait dans le sang. Pas toi. Je sus alors que Lefebvre avait mal géré l'épreuve. Une fuite. Un labo complice. Paris, ville des rumeurs, avait retourné le couteau. La rupture vint lors d'une visite à Élise. Autorisé par miracle, un juge indulgent. Ou un pot de vin discret. La prison de Fleury est un purgatoire de béton, où les âmes françaises croupissent en attendant la grâce ou la fosse. Élise apparut derrière la vitre. Amaigrie mais royale. Ses cheveux noués en chignon sévère. Papa. Ou devrais-je dire Henri? Théo va bien. Sa voix, amplifiée par le combiné, était un venin sucré. Il va. Élise. Mais il te ressemble trop, méfiant. Affamé. Elle sourit. Un rictus de Joconde. Bien. C'est pour ça que j'ai tout fait. L'Empire n'était qu'un leurre. Théo est l'héritier vrai. Purgé de tes tâches.
Purger. Le mot résonna. Et la vérité éclata comme une bulle de savon. Tu n'as jamais voulu l'Empire pour toi. Pour lui. Elle hocha la tête. Yeux brillants. Dès 98. Quand tu as pris le blâme. J'ai su que tu me posséderais toujours. Alors j'ai créé Théo comme une arme, ton sang. Mais sans tes chaînes. Laurent était un pion, les détournements. Un appât pour te pousser à bout. Et le poison, c'était moi qui t'en servais. Dans ton café. Pour te faire craquer en public. Mais tu as riposté. Monstre. Le twist me coupa le souffle. Elle m'avait empoisonné en premier. Un contrepoison lent. Pour me rendre paranoïaque. Me faire passer pour fou. Les migraines que j'attribuais à l'âge. Les doutes qui m'avaient poussé à fouiller. Tout était son piège. J'avais riposté dans le vide. Accusant l'ombre de mon propre reflet. Pourquoi ne pas m'avoir tué net? Murmurai-je. Voix brisée. Elle se pencha vers la vitre. Souffle embuant le verre. Parce que la mort est miséricordieuse. Papa. La vie en cage. Voilà la vraie vengeance. Et maintenant? Theo sai. Il viendra me libérer. Un jour. Avec ton or. Je quittai Fleury-à-Gare. Le monde chavirant comme un bateau ivre sur la Loire. Théo m'attendait à la maison. Une lettre à la main, la sienne. Cette fois. Grand-père. Maman dit la vérité. J'ai trouvé les flacons dans ton bureau. Je pars rejoindre un oncle en Suisse. Adieu. Il avait 15 ans maintenant. Un homme en devenir. Et il emportait non seulement mon cœur, mais les clés de l'Empire, des procurations secrètes qu'Élise avait fait signer sous hypnose de mensonge. Paris. Ce soir-là. Pleuvait des cordes. Un déluge biblique lavant les pavés sanglants de la Bastille. Je marchais des heures. Du Louvre à Montparnasse. Revoyant les fantômes, le gamin de 98. Pierre Lemoine. Laurent pendu à son propre nœud coulant. J'avais gagné la bataille. Mais perdu la guerre, une vengeance qui se retournait contre moi. Comme un boomerang maudit. Le lendemain, je signai les papiers, Théo hériterait de tout. Sous tutelle d'Élise libérée conditionnellement dans 10 ans. Pour la famille. Griffonnai-je. Un euphémisme pour la capitulation. Elle sortit en 2035. Une grand-mère ridée mais triomphante. Régnant sur Duvalouine avec Théo à ses côtés. Moi, je finis mes jours dans une chambre d'hôtel délabrée du quartier latin. Sirotant du vin aigre. Écrivant ces lignes comme un testament. Était-ce justice ou folie? Paris. Ville des paradoxes. Ne tranche jamais. Les indices que j'ai eus ce que je méritais, un patriarche brisé par sa création. Les autres. Que Élise était le vrai monstre. Une Médée moderne sacrifiant tout pour son sang. Moi. Je sais la vérité. La vengeance est un vin français. Exquis mais fatal. Et le mien m'a enivré jusqu'à la lie.